Alors, bonjour. Euh, si j'ai choisi le sujet, l'addiction et dépendance affective, c'est d'une part parce qu'effectivement, c'est au cœur de ma problématique. C'est que tous mes livres, en général, traitent de la relation, hein, plus, même en tant que psychanalyste, c'est pas simplement le conflit intrapsychique, mais la relation. Et en même temps, c'est parce qu'effectivement, on pourra faire même le lien avec ce qu'a fait ce que vient de dire Morgane Pidous, avec le fait que les addictions sont vraiment aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas, il y a pas un jour où on entend, je sais pas si je parle dedans, ou si c'est la peine, j'en sais rien du tout, je sais pas trop parler devant un micro. Donc, euh, donc les addictions, il y a pas un jour où on n'entend pas parler d'addiction aujourd'hui, que ce soit justement les addictions aux tablettes. Alors c'est plus des tablettes de chocolat, mais ça reste des tablettes. C'est quand même pas rien non plus qu'on le voit aussi à travers les mots. À part ça, addiction à la nourriture aussi, hein. On parle beaucoup d'anorexie, de TCA, enfin de ça. Addiction, là en ce moment, au point de vue de l'actualité, il y a aussi l'addiction sexuelle, hein, qui est on l'a vu à travers certains, je sais pas si vous avez entendu parler de ce producteur. Alors c'est quelque chose d'évident, on en parle aujourd'hui, mais c'est l'addiction sexuelle en général est acceptée presque, fait, toujours dissimulée et existe. Donc et puis aussi autre addiction, donc les addictions semblent s'imposer comme un démon de notre époque pour définir un processus, mais ce processus ne date pas d'aujourd'hui, il n'est pas récent. Et je crois pouvoir dire, je vais lire à peu près, hein, parce que ça sera peut-être plus simple pour moi aujourd'hui. Je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas de jour où ce mot addiction ne surgisse ici ou là dans un discours, un témoignage, une publication pour tenter d'exprimer un mal-être indéfinissable dont on voudrait se défaire tout en semblant y être résigné, hein. C'est à la limite, je suis toxicomane, je suis ça. Donc on dit, je voudrais ne plus m'arrêter de fumer, mais à la limite, la personne qui veut s'arrêter de fumer dès qu'elle a commencé de fumer, hein, il y a quelque chose comme une impuissance. Que ce soit l'addiction à l'alcool, à la cigarette, donc à sa tablette, je l'ai dit, aux réseaux sociaux via son mobile ou son portable, à la nourriture, à son travail. Et addiction qui trouve aussi son apothéose dans un mot du siècle aussi, qui est le burn-out. Hein, c'est aussi le work alcoolique. On a un comportement addictif au travail, hein. Leur travail, normalement, est censé apporter notre autonomie. Et en fait, on a un phénomène de soumission, on le verra. Donc, addiction à des substances toxiques, licites ou illicites, les drogues, l'héroïne, le cannabis, mais les médicaments aussi. Donc, parfois, certains gens sont addicts aux médicaments. Donc, au nom de la santé, on cultive une maladie, hein. Puis addiction sexuelle, je viens d'en parler. Quant aux dépendances affectives, elles sont souvent mentionnées aussi pour définir une souffrance dans laquelle de plus en plus de monde se retrouve, hein. Effectivement, dépendance affective, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ce que je vais essayer, c'est sur quoi je vais vous inviter à réfléchir aujourd'hui, hein. C'est vraiment une question de tenter de comprendre ce qui se joue dans le phénomène de l'addiction et des dépendances et comment éventuellement, quelles sont les solutions qu'on peut trouver, ça, comme disait Alessandra, vu à travers le prisme du sentiment d'infériorité. Donc les dépendances affectives, pardon, excusez-moi. En médecine, on parle d'addiction en tant que pathologie cérébrale dans le cerveau, définie par une dépendance, on voit le mot dépendance qui apparaît, à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Et on parle de dépendance lorsqu'il y a consommation compulsive, perte de contrôle et usage continu malgré des problèmes physiques et psychologiques causés ou exacerbés par la substance. Je souligne le mot substance. Qu'en est-il de la dépendance affective? Et effectivement, s'agit-il vraiment de consommation, hein? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment un phénomène de consommation? Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas abordé ce thème sous l'angle médical, mais dans sa dimension psychologique, sans exclure le physiologique, parce qu'il n'y a pas d'un côté le psychologique, de l'autre côté le physiologique, c'est vraiment individus, hein, c'est qui n'est pas divisible, et ça c'est vraiment important, parce que on voit dans le terme de psychologie individuelle comparée, qui peut sembler un peu barbare, mais ça dit bien que en fait ce mot d'individu est venu à partir de l'armée, où on avait une masse humaine, on l'a divisée en légions, les légions les divisaient en corps, et à un moment donné on arrive à l'individu, on ne pouvait plus lui le diviser, hein. Donc c'est vraiment se considérer comme non divisible, même si la science nous a amené à diviser en disant effectivement il y a le corps d'un côté, l'esprit de l'autre.
Là, effectivement, avec Adler, c'est vraiment l'important de rassembler. Donc, alors, nous allons tenter de voir en quoi le sentiment d'infériorité, dont je pense avec Adler qu'il est vraiment constitutif de notre humanité, tant dans notre développement normal que dans les dérives pathologiques, en quoi ce sentiment peut nous éclairer, en quoi il nous permet d'aborder, de mieux comprendre donc, les phénomènes de dépendance et les addictions de façon originale et pertinente en termes de santé. Il s'agit peut-être moins de guérir, mais que de comprendre et éventuellement par le biais de la santé plus que par l'étude de la maladie. Dans quelle mesure cette approche qu'il autorise, le sentiment d'infériorité, peut-elle aider le patient qui souffre de dépendance ou d'addiction à en guérir? Là, j'aime bien prendre un petit temps sur le mot guérir. Hein. Il y a guérir dans la médecine, ce serait supprimer la maladie. Hein. On dit bien comme psychanalyse, et donc d'un prétendu retour à une normale. On dit bien comme psychanalyse, la guérison, c'est pas un retour en état antérieur. Mais moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est le terme de guérir. Je travaille beaucoup avec l'étymologie. Et en fait, guérir, c'est la même famille que guérite. Et guérite, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite cahute qui protège. Donc, en fait, guérir, ce serait acquérir les protections nécessaires et donc aussi les mécanismes de défense qui permettent de ne plus se laisser atteindre, toucher par ce qui peut nous porter préjudice. Alors j'avais envie de faire un petit retour sur le sentiment d'infériorité qu'Alessandra a déjà bien développé, mais je me disais en appuyant justement sur le côté psychique. Et donc vous invitez là, en reparlant, je ferai quelques citations, de vraiment d'essayer de l'entendre, je dirais oui, avec votre affect plus qu'avec votre cerveau. Hein, je veux dire, ou avec le cerveau aussi, mais disons, vraiment, essayons de voir, mais qu'est-ce que ça produit en nous? Parce que j'ai vu que c'est aussi quelque chose qui était très mal aimé. Sentiment d'infériorité. Ah non, moi jamais. Ah non, on ne peut pas souffrir. C'est normal, dans la mesure où on se considère comme une race supérieure, on ne peut pas imaginer qu'on souffre d'un sentiment d'infériorité. Alors qu'à la limite, c'est vraiment de ce sentiment d'infériorité que découle le sentiment de supériorité et plus tard le complexe. Donc, alors pour comprendre ce qui s'exprime à travers ce contexte, ce concept, je vous renvoie au chapitre 6 du sens de la vie, dont je vais vous proposer plus bas quelques extraits. Et juste avant, j'ai envie de vous inviter à faire le parallèle, éventuellement pour ceux qui s'intéressent aussi à la psychanalyse, entre sentiment d'infériorité chez Adler et manque chez Lacan, pour qui le désir se fonde sur un manque. Hein, et le manque, c'est vraiment la sensation de manque qui renvoie bien à un sentiment d'infériorité. Donc c'est un peu la même chose qui est dite chez les deux, mais pas de la même façon. Nous verrons pourquoi. Ou bien encore avec l'objet perdu freudien. C'est au cœur aussi de la pratique analytique. On parle d'objet perdu. Et pour Freud, trouver l'objet sexuel. Alors vous allez voir, je vais vous faire une citation, mais qui va vous permettre de voir le rapport entre les deux, et je trouve ça intéressant de voir les différences avec Alessandra, et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est voir les carrefours créateurs entre les différentes théories, et de voir à quel point, parfois, ces gens-là se sont opposés, alors qu'en fait, ils parlent de la même chose, sauf qu'ils en parlent différemment selon leur personnalité, hein, et selon leur histoire. Donc, pour Freud, trouver l'objet, je fais une citation un peu modifiée, mais trouver l'objet sexuel n'est en somme que le retrouver. Hein. Mais par objet sexuel, Freud entend ici le sein maternel qui serait, à travers l'allaitement, le premier et le plus important rapport sexuel, et dont nous gardons la nostalgie liée à la perte qu'a entraîné le sevrage. Cette perte marque le développement de la vie, l'objet perdu pousse à rechercher la répétition impossible de cette complétude sexuelle connue lors de l'allaitement. Alors on voit comment effectivement on a pu connaître un état de bien-être, d'épanouissement, de complétude, et effectivement la perte de l'objet produit un manque pour Lacan, ou produit ce sentiment aussi d'infériorité, moi j'aime bien dire aussi sentiment d'infériorisation, hein, par un état. Donc autant de façons d'aborder le sentiment de ne plus avoir ce que nous croyions avoir, de ne plus être en possession de ce que nous aspirons à posséder, force, puissance, richesse, énergie, faculté, amour, ou plutôt de ne plus être ce que nous croyons avoir été, d'avoir besoin de devenir ce que nous aspirons à devenir pour ne plus être trahis
par ce sentiment d'infériorité. Moi, j'aime bien appuyer sur le mot sentiment d'infériorisation qui nous demande à devenir toujours plus en réponse à la sensation d'avoir été diminué. Et là, on voit une dynamique qu'on trouve bien chez Adler, mais qu'on ne trouve pas ni chez Lacan ni chez Freud. L'objet ou la possession censée venir combler le manque n'étant que métaphore pour dire la nécessité de l'apaisement auquel prétend parvenir sans jamais y parvenir, ce qui nous pousse à l'addiction, ce qui nous maintient dans la dépendance en tant que soumission. Le rapprochement peut être complémentaire entre ces théories, donc est passionnant, mais bon, ce serait un autre lieu. Là où surgit une différence essentielle importante à souligner pour notre sujet, entre Adler et Freud, c'est que pour Freud, le manque est ramené à la sexualité, analysé à travers le filtre de la sexualité et conceptualisé en tant qu'objet, tandis que pour Adler, la sexualité découle de l'affectivité et le manque conditionne l'être dans sa totalité affective et sexuelle. Et par ailleurs, il conditionne une dynamique, un mouvement, et pas simplement une quête répétitive. Alors, là, je vais vous faire lire un passage du sens de la vie, et avant, une petite citation que j'aime beaucoup dans Connaissance de l'homme, qui dit bien ce qu'est le sentiment d'infériorité quand il n'est pas simplement vécu comme un handicap. Mais cette infériorité qui lui est inhérente, à l'homme, dont il prend conscience en un sentiment de limitation et d'insécurité, agit comme un charme stimulant pour découvrir ou réaliser l'adaptation à cette vie. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'effectivement, elle dit le sentiment de limitation, d'insécurité, ce qui est essentiel, mais aussi elle dit bien qu'il y a cette espèce de dynamique possible pour ne pas subir. Pour justement éventuellement se mettre à l'écoute de ça pour sortir de la répétition pathologique. Et sinon, une citation donc un peu plus longue, mais là c'est vraiment, je vous dis, l'inviter à lire, à voir en quoi elle peut faire effet en vous. Alors, Adler dit « J'ai depuis longtemps insisté sur le fait qu'être homme, c'est se sentir inférieur. Peut-être y a-t-il des gens qui ne se souviennent pas d'avoir éprouvé ce sentiment d'infériorité. Peut-être certains sont-ils choqués par cette expression et préfèrent-ils une autre dénomination. Je n'y trouve aucun inconvénient, et d'autant moins qu'à ma connaissance, différents auteurs l'ont déjà fait. » Alors là, il y a une phrase que j'ai failli ne pas dire, puis après je l'ai dit, c'est pour ça que je le souligne, parce qu'il disait déjà à l'époque, ceux qui s'estiment particulièrement malins calculent, pour me donner tort, que l'enfant, pour arriver à un sentiment d'infériorité, devrait déjà avoir ressenti un sentiment de plénitude. Alors on voit bien que, effectivement, sans doute l'avons-nous ressenti. Le sentiment d'insuffisance est un mal opiniâtre et dure pour le moins le temps qu'une tâche soit remplie, un besoin satisfait ou une tension relâchée. C'est un sentiment né et développé naturellement et semblable à une tension douloureuse qui exige une solution de soulagement. Cette solution ne doit pas forcément être agréable, comme le prétend Freud, mais peut s'accompagner de sentiments de satisfaction, ce qui correspondrait à la conception de Nietzsche. Il dit encore, dans certaines circonstances, le relâchement de cette tension peut s'accompagner d'une souffrance permanente ou passagère, un peu comme cela se passe lors du départ d'un ami fidèle ou d'une intervention douloureuse. Ami fidèle, je pense que le premier ami fidèle, c'est peut-être la mère. Ça me ferait vraiment penser à cette première relation. Alors, ensuite, ça continue, j'ai repris deux extraits. Tout comme le nourrisson trahit par ses mouvements son sentiment d'insuffisance, sa tendance incessante à l'amélioration et à la solution des exigences vitales, il faut considérer l'histoire de l'humanité comme l'histoire du sentiment d'infériorité et des tentatives faites pour y trouver une solution. L'addiction étant une tentative. Adler dit encore un peu plus loin, mais la civilisation toujours en progrès qui nous entoure montre aussi cette tendance à la sécurité et nous fait voir l'homme dans un état affectif permanent de sentiment d'infériorité qui constamment l'aiguillonne, le pousse à agir pour arriver à une toujours plus grande sécurité. Alors, on perçoit dans ces citations, vous aurez l'occasion de relire, je l'espère, le processus actif à l'origine de l'addiction, ainsi que ce qui peut rendre une dépendance douloureuse.
et on devine en germe ce qui les conditionne aussi bien l'une et l'autre. Et pour ça, je vais reprendre des termes essentiels dans ces citations et qui décrivent d'une certaine façon le processus de l'addiction. Donc, se sentir inférieur ou infériorisé, pardon. Avoir ressenti un sentiment de plénitude. Sentiment, ce sont tous les mots d'Adler, là, je ne rajoute rien. Donc, se sentir inférieur ou infériorisé, avoir ressenti un sentiment de plénitude, sentiment d'insuffisance, besoin satisfait, tension relâchée, tension douloureuse, solution de soulagement, sentiment de satisfaction, souffrance permanente ou passagère, départ d'un ami fidèle, exigence vitale, solution, tendance à la sécurité, état affectif permanent de sentiment d'infériorité. Tout ça, c'est ce qui agit dans l'addiction. Il y a une tension, on veut supprimer la tension, on fait un geste, on a un sentiment d'infériorité, on cherche la sécurité. Voilà. Et avec peut-être la répétition que voit Freud avec l'objet trouvé, mais effectivement, en pensant après, la dynamique qui peut peut-être justement nous permettre de sortir de la répétition. Alors, là, je vais passer maintenant plus au cœur du sujet, en voyant autour des deux mots addiction et dépendance, qui, à mon avis, parlent à la fois de phénomènes différents et du même phénomène. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la base la même chose, et après, il y a deux directions différentes. La dépendance en soi-même a une certaine résonance, mais pas forcément une connotation péjorative ou pathologique. On parle même en architecture de dépendance pour désigner des lieux rattachés au lieu principal. Alors bien sûr, c'est inférieur au lieu principal, mais ils ont aussi leur fonction. Et il y a un lien où chacun a son pouvoir. Tandis que addiction, dès le départ, désigne comme un défaut, une maladie, une pathologie, certains diront même un vice. C'est un trouble, l'expression d'une névrose, d'un mal-être. Pardon, je cherche. Pour que la dépendance exprime également un mal-être, il faut lui adjoindre un mot, un verbe par exemple. Il souffre ou elle souffre de dépendance, c'est souffrir de dépendance. Ou un complément, dépendance à l'alcool, dépendance à son mari, à ses parents, ou encore dépendance affective. Nous voyons déjà poindre de la fragilité ou même de l'infériorité. Être dépendant financièrement de quelqu'un signifie que nous sommes par rapport à lui dans une position d'infériorité dans ce domaine, ou que notre confort vital dépend de lui. Avec la dépendance à l'alcool, nous pouvons imaginer que nous nous sommes sentis diminuer avant l'alcool, pendant l'alcool et après également. C'est qu'on va chercher l'alcool peut-être pour se renforcer, et finalement ça fait qu'accentuer le sentiment de diminution. C'est parce que nous manquons de force que nous prenons de l'alcool, mais l'alcool nous maintient dans ce manque de force. Quand c'est par excès, parce qu'en soi-même, l'alcool n'est pas mauvais, c'est pas plus que l'affection. On voit poindre entre ces exemples ce que peut signifier le sentiment d'infériorité. Il peut s'exprimer en fonction d'une personne, dans un schéma comparatif. On est plus ou moins qu'elle, mais aussi par rapport à soi-même. On est moins bien qu'avant, ou mieux qu'avant. Il nous agit quand nous avons besoin d'un complément dans l'espoir de se sentir plus fort. Complément, donc, phénomène de compensation. Si nous reprenons la citation plus haut, quand Adler disait « Ceux qui s'estiment particulièrement malins calculent pour me donner tort que l'enfant, pour arriver à un sentiment d'infériorité, devrait avoir déjà ressenti un sentiment de plénitude », nous pouvons affirmer que l'enfant que nous sommes a connu et éprouvé un sentiment de plénitude. Parce que si on enquête de ce qu'on connaît aussi, c'est quelque chose, parfois des états très brefs, on les connaît. Et on peut penser effectivement, Freud disait avec le sein maternel, mais aussi on peut penser dans le ventre maternel, et dans le sentiment que la mère lui a communiqué aussi, qu'il était tout pour elle et qu'elle était tout pour lui. Donc l'importance du sentiment. L'infériorité désigne donc une différence entre un état idéal, supposé, fantasmé, imaginé, et un état moindre que traduit le sentiment ou l'épreuve de frustration, l'éprouvé de frustration, d'insécurité, d'insuffisance, entre maintenant, un avant, un après. C'est cet état qui se fait connaître, souvent de façon plus aiguë, encore dans une relation, quand surgit quelqu'un qui inconsciemment représente l'idéal. On se sent inférieur, en tout ou dans un domaine particulier, à l'autre, car infériorisé
par sa présence, en sa présence. L'état se traduit par une sensation de perte, perte de moyens, de confiance, de substance. En présence de l'autre se réactive ce sentiment premier. Premier car vécu à la naissance. Tant nous sommes dans un état de dépendance, et tant la réalité nous ramène à cette dépendance. La dépendance dit que notre vie, étymologiquement, est pendue à quelque chose, à quelqu'un. Donc, on est pendu. Avec à l'air ce que l'on éprouve, sensations, sentiments, jugements, est, entre autres, pendu à un but fictif, un idéal de personnalité inconscient dans un sens vertical, mais aussi pendu à un sentiment d'appartenance à l'univers, à une collectivité, dans un sens horizontal. Si ces deux orientations verticales et horizontales sont réalisées, la dépendance est bien vécue car le sentiment d'infériorité diminue en étant bien compensé, ce qui se traduit par un effet de rassurance. La réalisation des relations interpersonnelles équilibrées apaise la tension liée au sentiment d'infériorité, d'insuffisance. Là, il y a une citation que j'avais mise, mais je ne sais pas si je crains de... Oh, je vais la lire quand même, mais je ne vais pas la lire deux fois, mais qui redit bien ce but fictif supérieur. La fiction dirigeante, alors parfois on dit fiction dirigeante, fiction directrice, ça dépend. La fiction dirigeante pour Adler constitue donc primitivement un moyen, un artifice dont se sert l'enfant pour se débarrasser de son sentiment d'infériorité. Elle déclenche la compensation et subordonnée elle-même à la tendance à la sécurité. Plus le sentiment d'infériorité est profond et intense, plus fort et plus urgent devient le besoin d'une ligne d'orientation ayant la sécurité pour but final. Et là, je vais jouer sur le mot quand je vois ligne. C'est qu'on peut voir aussi, il y a des lignes de coke. Il y a un moment donné, quand il y a un sentiment d'urgence, on a besoin d'une ligne de quelque chose. On se tend vers quelque chose. Et on croit que c'est pour nous rassurer. Mais parfois, selon les personnalités de chacun, l'écart est trop grand entre la réalité du vécu et la fiction, ou le surcroît pour compenser est si intense que la tension est maintenue ou exacerbée, l'attente est disproportionnée. Ce dont on dépend, ce à quoi on est pendu, ce à quoi est pendu notre besoin de rassurance prend une importance démesurée en décalage par rapport à nos besoins. Ou bien encore, s'il s'agit d'une personne qui se jouera de nous ou qui abusera ou usera de notre pouvoir. Notre dépendance s'accroît alors au lieu de s'apaiser. Alors ça, c'est pour la dépendance. On va revoir pour l'addiction. La différence, l'addiction, c'est un mot récent. Il date de 79, c'est très récent. Donc, il est maintenant dans nos... Et j'ai pensé ensuite qu'il y a 30 ans, 40 ans, il y avait un mot qui était à peu près équivalent, c'était être accro à. Maintenant, on n'est plus accro, on est addict. Donc, du point de vue de la définition, c'est même... l'addiction donc définit une situation de dépendance à une substance nocive. Donc, dépendance, on revoit le mot, substance nocive. Le comportement compulsif qui en déroule. Donc, addiction au tabac, à l'héroïne, addiction d'un adolescent aux jeux vidéo. Bien sûr, on dit d'un adolescent mais en oubliant qu'il y a beaucoup d'addicts parmi les adultes, et peut-être plus encore, parce que c'est beaucoup plus ancré. On voit avec les jeux vidéo, par exemple, que la substance en elle-même n'est pas nocive par définition, contrairement à ce que dit la définition. Elle le devient par l'effet qu'elle produit et la façon compulsive dont on l'utilise. On peut penser ici que l'affectif, qu'on retrouve dans les dépendances affectives, n'est pas nocif en soi. Que l'affectif relève des sentiments, au contraire de l'actif et de l'intellectuel. Cela concerne les sentiments, les états de plaisir ou de déplaisir ou de douleur. Avec l'affectif, il est question de sensations, d'émotions, d'amour, d'humeur en relation avec l'ensemble des réactions affectives. C'est ce qui est relatif à ce qui nous touche, nous émeut et nous affecte. Quand j'étais enfant, le mot affection m'avait déjà retenu mon attention parce qu'on l'employait avec toute mon affection pour dire l'amour, mais aussi il a une affection pour dire une maladie. Voilà, c'était le même mot qui avait ce double sens et qui finalement l'est. Donc, comment ne pas souffrir d'affection ou en même temps. Voilà. Donc, je reviens à l'addiction. Donc, elle-même donc est par définition pathologique. Plus que la substance, c'est donc la dépendance qui nous lie à cette substance qui est nocive.
Mais toute dépendance n'est pas nocive. Hein, c'est ce système de dépendance. On s'adonne à quelque chose, on se donne de façon compulsive, c'est-à-dire mécanique, irréfléchie, non plus en fonction de nos besoins, mais de ce que l'on croit être nos besoins, et de ce qui s'est substitué à nos besoins, et souvent au détriment de ceux-ci. Tout se passe avec les addictions comme si on faisait tout pour se rassurer, avec un objet, une activité, une substance, pour satisfaire un besoin, mais de façon telle que non seulement on ne se rassure pas, on reste dans l'insécurité, mais l'insécurité s'accroît. De fait, c'est le processus qui est nocif plus que la dépendance à l'origine et la substance elle-même. La nourriture, le travail et même l'alcool ne sont pas nocifs, pas plus que le téléphone ou une tablette. C'est l'utilisation compulsive que nous en faisons et la dépendance pathologique dans laquelle nous nous maintenons au moyen de l'alcool, de la tablette, dans la mesure où au lieu de nous augmenter, et ça c'est important, augmenter c'est l'autorité, hein, d'être plus, cette utilisation nous infériorise en agissant sur notre santé, en nous faisant perdre notre autonomie, en diminuant nos facultés perceptives, etc. Notons au passage, je l'ai noté parce que il y a individuel et comparé, c'est toujours l'être dans son contexte. Hein. Notons au passage que dans ce phénomène individuel entre en jeu l'héritage constitutionnel personnel de chaque personne, l'héritage transgénérationnel, mais aussi le milieu dans lequel nous évoluons, qui nous influence et dont nous sommes interdépendants. On pourrait alors se demander comment résister à l'addiction quand nous avons non seulement un certain héritage constitutionnel, mais que nous évoluons aussi dans un milieu dont nous subissons autant les influences que nous y participons. Oui, on est quand même dans un monde qui nous propose de l'addiction. En cela, l'addiction est dépendante du niveau de dépendance que nous entretenons avec le milieu. Alors, là, je voulais vous amener à faire un parallèle avec les TCA. Les TCA, c'est un mot que j'emploie rarement parce que j'aime pas les lettres. Enfin, si, j'aime les lettres pour dire des mots, mais tous ces mots-là, TCA, ça veut plus dire ce que ça veut dire. C'est trouble de comportement alimentaire. Moi, je préfère déjà trouble des conduites alimentaires. Donc, c'est effectivement, j'emploie par convention, mais c'est pour moi, je dirais, le lien à la nourriture et toutes les difficultés qui en découlent. Hein. Mais comme on dit TCA, j'habite aussi à part en tant que TCA. Quels sont les mécanismes en jeu? En fait, l'une des premières dépendances affectives qui aura tôt fait de se transformer en addiction, surtout dans nos mondes de l'opulence, est celle liée à la nourriture, hein, à commencer pour beaucoup par l'addiction aux choses sucrées. Hein. Effectivement, on va chercher la douceur, c'est de l'affection qu'on va chercher à travers la douceur, l'addiction au sucre. Hein, le phénomène de la boulimie, qui étymologiquement veut dire en fait faim de bœuf, de l'hyperphagie, qui est à peu près pareil que la boulimie, sauf que chaque fois, comme on ne guérit pas la chose, on crée un autre mot. Celui également de l'anorexie, bien que c'est moins évident, car l'anorexie, c'est une addiction en creux, puisque la personne se vit contrainte de couper les ponts de la dépendance tant elle se fait douloureuse. Et là, je sais ce dont je parle. J'ai moi-même été anorexique pendant quelque temps. Je soulignerai au passage que si dans l'anorexie, oui, parce que là c'est par rapport à l'anorexie affective, qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement c'est refuser de se nourrir, parce qu'à un moment donné les douleurs liées à l'affectif sont tellement douloureuses qu'on ne peut que couper totalement. Hein. C'est pour ça que la privation de la nourriture, c'est en fait couper avec ce qui induit de la douleur au niveau affectif. Et que si on ouvre les vannes, ça fait souvent Enfin, c'est ce qui se passe en analyse avec, il faut ouvrir les vannes, mais pour le faire, il faut le faire avec beaucoup de précaution parce que c'est énormément de douleurs liées à la dépendance première qui surgit. Donc, c'est le risque, ça peut être vécu comme une catastrophe, car c'est un manque inouï qui a été vécu de façon réelle, hein, et qui se répète, se ravive et maintient dans une invivable, justement, infériorité. Alors, il s'agira bien, dans ces cas-là, de reprendre le dessus en cessant de manger, en se coupant de tout ce qui peut raviver la douleur liée à une dépendance vitale, en se coupant de l'objet, là je fais exprès de prendre le mot objet, vécu comme nocif. On supprime totalement la relation à travers la nourriture, mais la relation nocive perdure. Ce n'est pas parce qu'elle est niée que la relation disparaît. Hein. Le manque, la sensation de manque, le sentiment d'infériorité est originaire. Pour compenser la sensation de moins, la sensation de rétrécissement, de diminution qu'il procure, il faut avoir du plus pour ne pas subir. Se mettre en mouvement, se rassurer,
en ayant recours à des ressources personnelles. Ça, c'est vraiment la voie de la guérison. C'est après arriver à compter sur soi, mais c'est tout à fait difficile. En ayant recours à des ressources personnelles qui nous permettront de nous diriger vers ce qui apaisera nos besoins. Mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre en œuvre une heureuse compensation. Et l'addiction en tant que phénomène et processus est comme la confirmation et donc la répétition de ce manque sans cesse réitéré. Elle le confirme, l'accentue, le réveille, l'entretient, l'aggrave, tout en accentuant la culpabilité qui va avec. Et ça, c'est une sacrée toxique aussi, la culpabilité, et l'addiction à la culpabilité, qui est un peu la marque de nos sociétés occidentales. Elle maintient, l'addiction maintient dans un état de fragilité, d'insécurité. Nous dirions aussi de stress aujourd'hui, on est comme ça, très stress, de sentiment d'être inférieur, diminué, de ne pas être à la hauteur face à la situation, et nous cherchons un réconfort. Alors bien sûr, il y a le sentiment d'insécurité ou d'infériorité qui nous guide, mais il y a aussi les mécanismes qui se mettent en place et jouent comme un leurre, un rôle de rassurance du fait de l'habitude. Hein. On prend une cigarette, on fait ça, on prend la tablette. Hein. On a l'habitude, l'habitude nous rassure. Mais dans le meilleur des cas, les bonnes habitudes nous rassurent vraiment. Les mauvaises habitudes, c'est comme si elles nous rassuraient, mais elles ne nous rassurent pas. Mais on a l'idée que l'habitude nous rassure. En partie, tout petit peu, elle le fait quand même, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de supprimer l'habitude du jour au lendemain. Hein. C'est passer d'un mode d'habitude à d'autres habitudes. Cet mécanisme, cet automatisme est très important dans l'addiction. Elle est la déformation d'un geste auquel on a recours pour satisfaire à une dépendance normale, hein, nourriture, besoin de consulter un ordinateur, de se sentir aimé ou d'aimer, d'entrer en contact. Puis la substitution de ce geste à des pratiques excessives, douloureuses, pathologiques. Nourriture, sexualité en excès, et voire violente. La fiction dirigeante ou directrice qui constitue primitivement un moyen, un artifice dont se sert l'enfant pour se débarrasser de son sentiment d'infériorité, n'agit plus alors que comme un leurre. On croit qu'on va être plus fort, on croit qu'on va être plus grand. Et l'assurance devient un prétexte à se faire mal. Hein, j'ai besoin de mon téléphone, ça me rassure, et non, on se fait du mal quand c'est trop. Un prétexte à agir de façon telle qu'on perd le contrôle, la maîtrise, les moyens. Alors, le lien entre l'addiction et dépendance, je pense à une jeune fille qui a pris conscience qu'elle buvait toujours plus pour compenser ce qu'elle avait vécu comme un vide affectif et qui, de fait, chez elle, correspondait à un excès de présence. Sa mère étant dans son lit tous les soirs, venant se réfugier, et auquel succédaient des absences de soins prolongées, où effectivement, elle était livrée à elle-même. Alors, enfin, moi, j'ai attention, il ne faut pas accuser les mères. Hein. On ne va pas dire que c'est pas la mère, c'est pas la mère seule qui est à l'origine et la cause de nos dépendances. Hein. La mère, elle est effectivement, comme disait Freud entre autres, mais mater certissima, pater semper incertus, c'est que la mère, on n'en doute pas, donc on dit c'est d'elle. Mais en fait, c'est le système, c'est le couple. Hein. Si la petite fille est la mère vient dans le lit de sa fille, c'est parce que le père n'est pas là. Hein. Donc, souligner ça, c'est pas dire c'est la cause de la mère. On a tendance à dire c'est la cause de la mère, hein, mais là, je le souligne, mais je ne vais pas prêter à confusion. Alors, elle avait pris conscience que le visible, le mécanisme, voire toujours plus, était sous-tendu par une dépendance plus profonde. Voilà, en termes de guérison, d'équilibre, c'est sur cette dépendance plus profonde qu'il faudra intervenir. Ça n'exclut pas d'agir aussi sur le visible, au moins un minimum, mais il y a fort à parier que si on joue juste sur le visible, que la dépendance se déplace sous une autre forme, une autre addiction, un autre symptôme. C'est-à-dire que de la même façon, il ne suffira pas de séparer du jour au lendemain la maman et la petite fille. Hein. Il faut qu'effectivement, le processus de dépendance douloureuse, pathologique, hein, se décompose. Donc, on peut effectivement séparer du lit, mais il y a comme ça des gens qui partent à l'autre bout du monde, ils restent exactement avec les mêmes dépendances à leur mère, avec 8000 km de distance. Moi, je le vois vraiment dans ma pratique. Donc, c'est le processus de la dépendance, dépendance pathologique va se déplacer. Il s'agirait alors, pour la personne qui souffre d'addiction ou de dépendance affective pathologique, de trouver comment se rassurer, comment comprendre son fonctionnement, trouver comment se grandir pour ne plus dépendre de façon douloureuse de quelque chose censé lui faire du bien, ne plus se leurrer, ce qui est beaucoup plus complexe à faire qu'à dire.
Est-ce que je n'ai pas le point de vue du temps? J'ai pas sorti mon... C'est 10h50, donc je pense que si tu as encore... Oui, là, parce que je crois que j'aimerais bien, effectivement, il y a un moment où j'ai le... ouais, alors, par- pardon? Pardon? Oh non, c'est Non, pas. c'est Oh déjà non, très riche. et c'est écrit très gros. Non, non, c'est pour ça que je cherche tout à fait. Je cherche, voilà, le moyen de. Voilà. Mais ça peut être Voilà, très non, riche. pour ça, c'est pour ça que j'ai posé la question, dans la mesure où je suis dans les temps, c'est pour ça que j'ai posé la question pour voir comment le, voilà. Donc, à partir de là, se pose la question de comment enclencher un processus qui permettra d'acquérir un sentiment de confiance. Et là, je fais exprès de prendre confiance, parce que confiance, c'est cum fiancé. Fiancé, c'est la foi, être bien avec l'autre, hein. Un sentiment de confiance tel qu'il nous permettra de ne plus nous diriger vers ce qui nous fait plus de mal que de bien. Comment modifier la relation à ce qui nous fait plus de mal que de bien de façon telle d'en tirer plus de bien que de mal. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de supprimer la chose, il faut changer la relation. Comment acquérir ce que nous appelons donc la confiance aujourd'hui, mais cette confiance qui se manifeste en l'occurrence ici par le manque, hein, parce que malgré tout, même si on a très confiance apparemment derrière sa tablette, en fait, on n'a pas confiance dans sa relation au monde. Nous pouvons nous rassurer en nous élevant, en grandissant, mais aussi en tissant des liens d'appartenance, en cultivant ceux que nous avons. Et les nouvelles technologies, qui bientôt nouvelles ne le seront plus, les réseaux sociaux font partie de ce tissage. Euh, alors, l'addiction aux réseaux sociaux, ou de façon plus générale à Internet, ne fait que reprendre un fonctionnement entre fragilité et force, entre puissance et impuissance, entre normal et pathologique, qui existait déjà. Et là, plutôt que dépendance affective, en travaillant sur ce sujet, j'ai eu envie de dire dépendance addictive. De passer la dépendance affective, ça c'était la partie, mais là je vous le dis, je l'ai développé, mais je ne l'aurai pas. La partie importante, parce que dans mes bouquins, donc, les éditeurs se citent souvent de dépendance affective, et puis ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre guérir de ces dépendances affectives, alors qu'effectivement on ne peut pas en guérir. Hein, moi je me dis, au mieux on peut les comprendre, hein, mais il ne s'agit pas de les guérir. Si on devait guérir au niveau affectif, ce serait de guérir de la dépendance affective, de la dépendance addictive, de dire c'est vraiment là où ça devient de l'addiction. Donc il s'agit d'être attentif à nos besoins, d'apprendre à trouver une réponse satisfaisante à ces besoins en fonction d'un sentiment de perte, de diminution, d'insécurité qui les accompagnera toujours. À partir de quand l'utilisation des réseaux sociaux, des téléphones portables, des tablettes, style iPad, s'apparente-t-elle à une drogue, comme le hashish ou l'utilisation de l'héroïne chez les chanteurs des années 70 du XXe siècle, ou comme vos parents, grands-parents, ou vous-même avec la cigarette, l'alcool. Comment ces nouvelles technologies agissent-elles comme une sorte de drogue qui ne l'est pas, au même titre que l'alcool, le vin au départ? À quels besoins répondent-elles? En quoi sont-elles des leurs qui maintiennent ces besoins en suspens, suspendus à ça, les excitent, les exacerbent l'insécurité? En quoi sont-elles comparables à un gavage qui étouffe les besoins? Voilà. Donc je vais arrêter là, et puis à l'occasion, voilà.